Alors, ISO, tout d'abord, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Cet acronyme, c'est International Standard Organization. Et ça, ça se traduit par Organisation internationale de normalisation. Il s'agit d'une institution internationale, donc, qui est basée sur un réseau d'organismes qui sont des organismes nationaux, organismes de normalisation, et qui donc interviennent au sein de cette organisation internationale qui a été créée il y a longtemps, 1947, et qui aujourd'hui regroupe 166 pays. C'est un chiffre, un nombre qui est en constante évolution et qui augmente. Et donc le rôle de cette organisation, de ce réseau d'organismes nationaux de normalisation, eh bien, comme l'AFNOR par exemple en France, le rôle c'est d'élaborer, d'harmoniser les normes en élaborant des normes internationales qui seront donc publiées et à la disposition des États et des entreprises. C'est-à-dire que l'État qui voudra adopter comme obligation légale dans sa législation une norme ISO pourra très bien le faire, mais il n'y a aucune obligation en la matière. Même chose pour les entreprises. Les entreprises qui ne sont pas tenues par la législation qui leur est applicable de respecter la norme ISO peuvent elles-mêmes décider de s'engager dans un processus de normalisation ISO. Voilà, donc l'ISO propose des normes internationales afin d'harmoniser les règles nationales. Elle les propose aux États et aux entreprises, mais ni les États ni les entreprises ne sont tenus d'intégrer ces normes. Donc l'ISO n'est pas un organisme de réglementation internationale, c'est un organisme qui élabore des normes à vocation donc internationale. Aujourd'hui, il y a presque 20 000 normes qui sont proposées par ISO, des normes qui concernent les produits, les services, mais aussi des processus. La norme ISO est une démarche d'amélioration permanente de la qualité. C'est jamais terminé. C'est-à-dire qu'on va toujours pouvoir améliorer la qualité, tout simplement parce que, rappelez-vous, c'est centré sur les besoins des clients et que les besoins des clients évoluent. Donc il est tout à fait logique qu'on soit dans une démarche d'évolution permanente. Alors, on peut la définir de cette manière-là. Cette démarche d'évolution continue, d'amélioration continue, on parle des besoins, des exigences du client. Vous voyez, même le terme est assez fort. Donc, en fonction des exigences du client qu'on a perçues, déjà plus ou moins bien, on n'est pas sûr qu'on l'ait bien perçu, eh bien, on va fabriquer un produit, concevoir et réaliser un produit ou un service en fonction de ces exigences, croit-on. Le produit parvient au client, et là, effectivement, le client a une certaine satisfaction à l'usage de ce produit. Il faut évidemment qu'on mesure sa satisfaction. Donc on peut la mesurer naturellement parce qu'on a des plaintes, on a des litiges, on a des retours de produits, mais il faut espérer quand même que la majorité des produits soient sans problème, apparent, et donc là il va falloir quand même aller faire des enquêtes auprès des consommateurs pour savoir comment ils perçoivent la qualité du produit. Donc on mesure, c'est aussi mesuré en interne par rapport aux propres normes de l'entreprise, on analyse et on propose des améliorations. Et là, il y a une responsabilité très importante de la direction, c'est pour ça que, y compris, si le manager n'est pas un fervent adepte de la qualité, il n'y a aucune chance pour que son organisation le soit malgré lui. Donc c'est là où effectivement le manager va impulser, parce que c'est lui qui va prendre les bonnes mesures qui s'imposent pour améliorer les problématiques de qualité. Ça repose toujours sur une modification dans le management des ressources.
Donc on va modifier l'association des ressources, la qualité des ressources, et puis on va refaire un tour, on va améliorer le process de conception et de fabrication du produit. Et en permanence, on va mesurer la satisfaction de notre client, et en permanence, on va améliorer la démarche qualité. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un véritable principe de management des ressources humaines, parce que toute l'activité de l'entreprise peut être analysée et pilotée sous l'angle de la qualité. Alors, quels sont les principes, les objectifs et les contenus des normes ISO 9000 ? Principes et démarches de la certification. Alors, la démarche de certification, vous notez bien le terme de démarche, c'est-à-dire que c'est un processus relativement long. Et ce processus, il commence d'abord par une réflexion sur la qualité. À l'entreprise, ce qu'elle ne fait pas souvent, ou en tous les cas ce qu'elle ne fait pas assez souvent, prend du recul sur son activité, et on va commencer à réfléchir sur ce que peut être la qualité, ou ce que devrait être la qualité. Donc déjà, cette démarche de questionnement sur qu'est-ce qu'on fait dans l'entreprise en termes de qualité, c'est déjà un axe de progrès très très important, parce que il y a des lièvres qui vont surgir, que tout intervenant extérieur aurait vu, mais que personne dans l'entreprise, pris dans les tâches quotidiennes, finalement, n'a remarqué. Et donc cette réflexion sur la qualité va permettre de détecter des fois des problèmes qui sont extrêmement, extrêmement graves en matière de qualité. Et puis, dans une deuxième étape, la mise en place de procédures pour atteindre un niveau de qualité souhaité. Elle ne garantit pas, et ça, il faut quand même que vous reteniez ça, parce que on constate une grande confusion à ce niveau-là. La certification ISO ne garantit pas la qualité du produit ou du service en lui-même. Il garantit la qualité du processus de production du bien ou du service, ce qui n'est pas du tout la même chose. Ce qui veut dire que la méthode de certification ISO est valable pour toutes les entreprises et tous les secteurs d'activité, même s'il existe des déclinaisons particulières en fonction, est-ce que je suis une entreprise de distribution, est-ce que je produis une entreprise industrielle, etc. Mais la démarche est la même à l'intérieur de ça pour toutes les entreprises, parce que c'est la qualité du process de production qui est analysée et pas la qualité du produit final. Alors, la certification ISO 9000, ISO, International Standard Organization, donc c'est une norme mondiale, internationale, est attribuée dans le monde entier par des organismes accrédités. Donc ISO accorde rien. ISO a défini des normes et il y a des organismes de certification nationaux qui vont attester par contrôle et par audit que les entreprises suivent ces normes et donc vont pouvoir porter le label certifié ISO 9000. Vous avez bien compris le principe. Alors, en France, c'est l'AFNOR, il n'y a pas que l'AFNOR, mais c'est essentiellement l'AFNOR certification qui le fait, parce que l'AFNOR est d'abord une agence de normalisation, donc le premier métier de l'AFNOR, c'est de définir des normes, et l'AFNOR, en fait, a fusionné il y a quelques années avec la FAC, qui est l'Association française pour l'amélioration de la qualité. J'ai oublié quelque chose, amélioration, et il y a un autre terme entre amélioration et qualité. Et donc il y a une fusion entre ces deux organismes, et aujourd'hui la FAC, c'est la marque de certification de l'AFNOR. Voilà un petit peu quelle est l'organisation actuelle de la certification. Les normes ISO sont donc des outils de management de la qualité, et c'est ce qui va permettre effectivement la progression des entreprises vers plus de qualité. Alors, les normes ISO ont 5 objectifs clés. D'abord, évidemment, in fine, améliorer la qualité du produit ou du service. Même si ce n'est pas ça qu'on va mesurer, la démarche est engagée pour obtenir ce résultat. Ensuite, améliorer les processus. Alors ça, c'est très très important, parce que les nouvelles normes ISO 9000 sont très orientées
qualité des processus. Pourquoi c'est très important? Puisque on a vu que dans les organisations, les nouvelles organisations d'entreprise, eh bien, l'organisation par les processus est une nouvelle forme d'organiser les activités, et que cette forme est plutôt performante. Et il est très intéressant donc que la démarche qualité suive ce cheminement des processus. Et que de toute façon, un problème de qualité se transmet d'élément en élément d'une chaîne de production, et donc c'est bien la logique des processus qui s'impose. Et quand on dit la qualité est une problématique transversale, ça veut dire aussi qu'on est totalement dans une logique de processus. Donc ça, c'est très intéressant que l'effort soit porté, plutôt que sur les tâches ou sur les activités, soit porté sur les processus dans leur globalité. Avoir confiance dans le personnel, eh oui, les démarches de qualité totale reposent sur la confiance envers le personnel. Alors confiance qu'on ne va pas donner d'emblée, confiance que l'on va pouvoir donner parce qu'on a formé les hommes, on les a sensibilisés aux problèmes de qualité. Mais derrière, si vous êtes dans la méfiance par rapport à votre personnel, vous ne pouvez pas compter réussir dans une démarche de certification, en tous les cas, de réussir pleinement. Satisfaire les clients et les tiers. On a dit que la démarche qualité, de toute façon, aboutissait toujours sur le besoin d'un client. Et puis, évidemment, c'est pas... Eux disent que c'est un objectif, moi je dis que c'est plutôt un moyen, se conformer aux exigences du système de management de la qualité. Parce qu'un des reproches que l'on fait quand même à la certification dans les entreprises en France, c'est que c'est un procédé bureaucratique qui entraîne plutôt de la rigidité dans le fonctionnement des entreprises. À force d'essayer de normaliser les processus, eh bien, le risque est éventuellement de perdre le pouvoir d'adaptation des processus aux nécessités d'affaires de l'entreprise. Donc, ne pas confondre l'outil, le moyen et l'objectif. Alors, les normes de la famille ISO 9000 traitent les différents aspects de la qualité des produits. D'abord, la définition des besoins. Donc, il y a toute une procédure, effectivement, pour déterminer les besoins. La conception du produit. Très, très important. L'essentiel des problèmes de qualité des produits, eh bien, ne provient pas de leur fabrication, elle provient de leur définition. C'est-à-dire que ce sont des erreurs de conception qui expliquent qu'effectivement, on va avoir des problèmes de qualité. Ce n'est pas des erreurs de production. Donc, la conception du produit est fondamentale. Je parlais tout à l'heure de Toyota, qui a repris pratiquement 2 millions de véhicules uniquement pour des problèmes de pédales d'accélérateur qui se coinçaient dans les tapis de sol. Un tapis de sol, ça ne coûte rien, et c'est un tapis de sol qui était mal conçu. Et le hasard malencontreux a fait que, il arrivait, dans certains cas, à coincer complètement la pédale, et d'une manière assez importante, puisque le consommateur n'avait pas le temps de réagir, et généralement ça conduisait à l'accident. Il y a eu plusieurs morts aux États-Unis comme ça. Donc c'est une petite pièce qui n'a aucune importance, qui est un tapis de sol, que n'importe quel fournisseur peut effectivement fournir à n'importe quel constructeur automobile. Et bien c'est cette pièce-là qui est responsable des problèmes de qualité chez Toyota. Donc on le voit, la conception est fondamentale. Celui qui a conçu le tapis de sol, celui qui a fabriqué le tapis de sol, il a suivi les caractéristiques qu'on lui a fournies, c'est sûr, le fournisseur. Donc ça veut dire qu'il a été mal conçu au départ, non adapté au modèle automobile. Donc ça, c'est extrêmement important. La conformité du produit, donc on pourrait presque commencer par là, puisque effectivement, d'abord le produit, il doit être conforme, c'est le minimum de qualité qu'on puisse lui demander. Le soutien du produit durant son cycle de vie. Alors la qualité aujourd'hui, c'est pas simplement la qualité du produit fini tout neuf, c'est la qualité à l'usage. Par exemple, est-ce que le produit va s'avérer polluant à l'utilisation? Si oui, il faut remettre en cause cela, parce que, in fine, le consommateur, lui, il va prendre en compte cette caractéristique de pollution. Donc c'est vraiment un problème de qualité. Et puis, la déconstruction. On parlait ces derniers jours
de remplacer dans les climatisations automobiles les gaz qui sont, je crois qu'on utilise toujours du gaz fréon, qui est déjà un poison pour l'environnement. Donc il y a un problème de déconstruction. Il y a un problème de fuite de ces gaz en cas d'accident dans l'atmosphère. Et on parle de le remplacer par un gaz beaucoup plus efficace, malheureusement mortel quand il se libère dans l'atmosphère, sous certaines conditions. Donc voilà, ça, ce sont des éléments extrêmement importants. Après la durée de vie du produit, qu'est-ce qui arrive d'un point de vue de la qualité. Donc, on s'intéresse aussi au soutien du produit durant son cycle de vie.